Bien, alors je vais m'essayer un petit exercice euh, pour lequel je dois évidemment évoquer une question préalable. Je dis évoquer une question préalable et pas traiter cette question parce qu'elle est beaucoup trop lourde. Je vais quand même toutefois l'évoquer sur un mode, disons, à la fois allusif et tout à fait conventionnel. C'est-à-dire qu'il faut quand même que je dise quelques mots du droit dont je vais parler. C'est quand même une question qui est un peu compliquée. Alors, donc, je vais peut-être commencer par préciser de quel droit je vais parler, mais sans avoir la prétention de faire, évidemment, ici un travail de théorie juridique. Ce ne sera pas le cas. Bien évidemment, mes remarques sur le droit, elles, sont tout à fait susceptibles de faire l'objet d'une réflexion critique du point de vue de la théorie juridique, mais ça, c'est un autre problème. C'est une autre affaire. Alors, je vais donc commencer par exposer cette question préalable et puis je dirai ensuite un petit peu quelle démarche j'ai suivie pour essayer de mettre en relation la notion de coïncidence avec le champ juridique, de décoïncidence. Donc, de quel droit vais-je vous parler? Je vais donc, par la force des choses, un peu bref, mais enfin, je vais quand même donner deux éléments de réponse, sachant que je ne m'adresse pas nécessairement à des juristes émérites aussi. Donc, il est quand même pas complètement inutile de faire quelques observations sur ce que l'on appelle le droit, la manière dont on entend cette notion quand on est juriste, un certain type de juriste non plus. Euh, pour évoquer cette question, moi, je vais donner deux éléments de réponse. Euh, permettant, je crois, d'entrer un petit peu dans ce système de pensée qu'est le droit. Je crois que la première chose à dire, c'est que cette notion de droit, enfin, l'usage du mot droit, est susceptible de s'appliquer à deux types d'activités qui sont tout à fait différentes l'une de l'autre. Elles ne sont pas sans rapport l'une avec l'autre, mais elles sont, en tant que telles, très différentes l'une de l'autre. Elles ont des relations de proximité, voire de connivence, mais il s'agit quand même d'opérations qui sont fondamentalement différentes. Alors, la première chose, c'est que le droit désigne, eh bien, par excellence, je dirais, une activité politique. Alors, une activité politique dans la mesure où le droit, c'est au fond une production d'actes et de décisions qui sont le fait d'autorités à l'exercice de cette fonction, donc des autorités politiques, évidemment. Alors qu'il s'agisse du législateur, au sens le plus large de ce mot, ou qu'il s'agisse du juge, puisque évidemment le droit, ce sont aussi des décisions de justice, elles sont produites par des autorités politiques, les juges en l'occurrence, les juridictions. Alors le produit de cette activité, donc ces décisions, qui sont soit des décisions de type législatif, réglementaire ou juridictionnel, le produit de ces activités, c'est en gros ce que l'on appelle, grosso modo, le droit dit positif, lequel n'a évidemment aucun rapport avec son contraire, le droit négatif qui n'existe pas. Le droit positif est le droit posé, tout simplement, posé par des autorités qui sont habilitées à poser précisément ces décisions juridiques. Donc ça, c'est un premier sens que le mot droit désigne. Et à côté de cette activité de type politique, il y a une activité, alors je vais l'appeler scientifique, elle est à vocation scientifique ou à prétention scientifique. Elle est beaucoup plus d'ailleurs de type littéraire que scientifique, mais c'est encore un autre problème. Cette activité scientifique, eh bien, elle s'exerce sur la précédente, c'est-à-dire qu'elle prend la précédente pour objet. Elle fait du droit positif son objet même de pensée. L'expression courante, l'expression ordinaire, faire du droit, renvoie précisément à cette activité qui est le fait d'une communauté qui occupe en France une position assez particulière, en fait. C'est la communauté des juristes et plus particulièrement des juristes de doctrine. Donc, les juristes auxquels je fais référence ici, ce ne sont pas des avocats ou des avoués ou des notaires qui manipulent la règle juridique pour des besoins professionnels. Donc, ce sont des gens qui font profession de réfléchir sur la chose juridique, c'est-à-dire ce qui est produit par les habilités
par les autorités habilitées à produire du droit. Cette activité de pensée, donc la réflexion sur le droit, ce qu'on appelle en France la doctrine précisément, qui est essentiellement universitaire, cette activité de pensée est très contrastée. On peut même dire qu'elle est divisée par de véritables contradictions. Nous sommes deux spécimens ici de cette communauté. On se ressemble un peu, mais c'est un peu rare en fait de trouver deux juristes qui se ressemblent beaucoup. Enfin, il y a un gros paquet quand même qui se ressemblent, auxquels on ne ressemble pas beaucoup. Voilà, c'est un petit peu le problème. Alors, c'est ce qui ouvre la porte à la décoïncidence, précisément. C'est une aubaine extraordinaire pour cela. En tous les cas, cette activité de pensée donne à voir, et puis aussi à entendre, le droit positif, tout au moins là où le droit positif existe, parce que, effectivement, ça c'est une autre question que je n'évoquerai pas ici, en tous les cas. Il existe des sociétés sans droit, dans une certaine mesure, enfin, sans le droit que nous connaissons. Hein. Il y a des activités de régulation juridique qui ne sont pas les nôtres. Les anthropologues s'occupent de ce droit-là. Donc, des sociétés, par exemple, de droit non écrit, ce qui est complètement inconcevable pour les juristes de doctrine que nous sommes, par exemple, puisque l'une des marques de fabrique de ce droit-là, c'est l'écriture, précisément. Hein. Le droit, c'est de l'écriture, fondamentalement. Alors, cette doctrine, cette activité de doctrine, eh bien, que fait-elle? Elle décrit le droit positif. Elle le met en forme, elle le commente et, le cas échéant, il le critique. À partir alors, de considérations tout à fait diverses et, je dirais, à des fins qui sont également diverses. Donc, l'éventail est absolument très large. Alors, on a ici, donc, sous le mot de droit, vous voyez, autre chose, c'est une espèce de glose, en quelque sorte, qui est absolument incessante, hein, qui a commencé quelque part à l'époque romaine et qui se poursuit aujourd'hui sans interruption. C'est de la chose qui est assez fascinante. Hein. C'est une espèce de fil continu, en quelque sorte, qui fait l'histoire, là aussi. C'est une glose qui, au fond, escorte en quelque sorte, redouble et en escortant le travail d'élaboration juridique, le travail de production de règles et de décisions de justice. Précisons tout de suite que cette activité de pensée, elle n'est pas du tout normative. Elle n'a pas vocation à être considérée comme du droit applicable et sanctionné. Donc, la fonction normative, et c'est le fait évidemment du droit positif, encore que la doctrine, par son activité, par la notoriété de certains de ses membres, est susceptible d'influencer, au fond, le contenu de la règle de droit. Le législateur peut consulter, en quelque sorte, des juristes pour poser des règles dans telle ou telle circonstance et dans telle ou telle condition. Ça, c'est une première remarque pour situer le droit dont je vais vous parler. Deuxième élément, le droit dont je vais vous parler aussi, c'est justement un droit situé. Je m'explique sur le choix de cette épithète. Donc, je ne prétends pas parler du droit en général. Les gens qui font de la théorie juridique, au sens vrai du terme, ont évidemment un propos qui consiste a priori à appréhender tout le droit, celui de tous les États et dans toute l'histoire. Donc, le droit en général. Ça n'est pas ici du tout mon propos. Je vais parler d'un petit bout du savoir juridique, en fait. Celui, je dirais, d'un juriste français de droit public. Hein. On peut me caractériser de cette manière. Si je dis ça, c'est que peut-être qu'un juriste espagnol de droit privé, précisément, ne tiendrait pas le discours que je vais vous tenir. Donc, parce qu'il a une autre culture, une autre expérience du droit et de la juridicité qui n'est pas la mienne. Donc, je vais, moi, vous parler d'un savoir qui est un peu spécial. Donc, le droit public français, enfin, je vais vous parler de ce droit-là. C'est plus exactement ce droit-là qui me fait parler de droit, de manière générale. C'est à partir de ma connaissance de ce droit-là que j'anticipe, en quelque sorte, un discours sur le droit plus général. Alors, pourquoi est-ce que ce droit dont je vais vous parler là est un droit singulier? Bon, je vais le caractériser par une formule très simple. Je crois que, et c'est un élément intéressant, je crois ça, pour nous Français,
ce droit-là, c'est au fond ce que j'appellerais une science d'État. Alors, je dis bien une science d'État, pas la science de l'État. Une science d'État, c'est un discours d'État sur lui-même, en quelque sorte. Par opposition à une science de l'État que d'aucuns ont entendu faire. Je pense en particulier, je sais pas, au cours que Bourdieu a consacré au Collège de France à la question de l'État pendant plusieurs années. Donc, sur l'État, donc c'est un travail scientifique sur l'État avec une volonté de produire un discours savant, scientifique, sur ce qu'est l'État. Ce dont je vous parle, moi, c'est une science d'État. Je ne pense pas que l'on puisse accorder véritablement la caractérisation de science à ce discours-là. C'est le discours que l'État tient sur lui-même à des fins de légitimation de son pouvoir, en quelque sorte. Donc, il y a pour ça tout un discours qui est codifié, et qui est codifié depuis, on pourrait presque dire depuis la nuit des temps. En tous les cas, pour ce qui concerne la France, c'est un discours qui prend véritablement son sens, ses formes et ses fonctions à partir du XIVe siècle, en gros, c'est-à-dire qu'il est un discours d'accompagnement de la naissance même de l'État. Au fond, cette science-là, c'est celle de l'État qui se fait dans le discours du droit. Et ce discours du droit porte l'État se faisant, en quelque sorte. Alors, les gens qui avaient la manœuvre, en quelque sorte, de ces catégories juridiques qui portaient l'État, c'était les légistes du roi. Alors, vous me direz que les légistes du roi, il y a belle lurette qui n'existe plus, et c'est une façon de parler simplement parce que ces légistes, ils existent encore sous une forme nouvelle. Ils existent, je dirais, sous une forme de couple institutionnel qui continue de produire cette science de l'État, qui se réclame elle-même de l'histoire des légistes d'ailleurs. Et il y a deux institutions qui fonctionnent en couple. Ce sont d'une part le Conseil d'État et d'autre part les facultés de droit de l'université française. Donc ça, c'est un couple, le Palais Royal et l'université, qui au fond actualise en quelque sorte le savoir d'État. Où là, deux institutions qui ont entre elles des relations, alors je ne sais pas comment il faut les qualifier, ce sont des relations de proximité, ça c'est une certitude absolue, parce que ces gens, disons, ils partagent fondamentalement une même culture, ils sont pour une part importante passés par les mêmes écoles. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs ont également les mêmes désirs, je dirais, la même volonté de pouvoir, le cas échéant. Et on les retrouve en fait dans toute une série d'instances. Donc des relations de proximité qui sont aussi des relations de connivence et de complicité. Alors, je ne dis pas que tous les juristes universitaires de droit public sont des membres en puissance du Conseil d'État. Par contre, on peut presque dire aujourd'hui que presque tous les membres du Conseil d'État sont des professeurs de droit en puissance d'ailleurs, parce qu'en fait, la plupart d'entre eux enseignent le droit public. Si bien qu'on est en France dans une situation merveilleuse dans laquelle une institution appelée le Conseil d'État, ça n'a l'air de rien cette affaire-là, le Palais Royal. Mais quand on gratte un peu derrière, vous voyez, c'est un peu ce qu'on appelle la boîte noire quand il y a un accident d'avion. Vous voyez, quand il y a un crash, on va chercher la boîte noire qui est une espèce qui est quelque chose qui raconte l'histoire de ce qui s'est passé. Le Conseil d'État, c'est la boîte noire de l'État. C'est un peu le coffre-fort, si vous voulez. C'est le trésor historique de l'État. C'est là que ça se trouve. Toute la mémoire de l'État est là, fondamentalement. Alors, ces gens font le droit, ils l'enseignent, ils le commentent, ils commandent leur propre production juridique dans les revues académiques. C'est assez extraordinaire. Et ils font plus que ça d'ailleurs, parce qu'on est tous, quand on est professeur de droit public, on a été agrégé par un jury dans lequel il y avait nécessairement un membre du Conseil d'État. Et si vous êtes administrativiste, si vos travaux portent sur le droit administratif, le rapporteur de vos travaux, c'est un membre du Conseil d'État. C'est une remarque absolument fondamentale que je viens de faire là, parce que il y a là un pouvoir d'intimidation qui est fondamental. Bon, tout le monde ne pense pas le droit comme le Conseil d'État. Mais évidemment, si vous ne pensez pas le droit comme le Conseil d'État et que vous prétendez être agrégé par un jury qui a un membre du Conseil d'État,
il faut vraiment vous défendre, hein, si vous pensez le droit différemment. Donc, ça met dans une situation qui est assez particulière, il faut bien le reconnaître. Alors, vous voyez, ce Conseil d'État, même si on n'en parle pas beaucoup, on parle davantage du Conseil constitutionnel, mais je dirais le statut politique du Conseil d'État, c'est quelque chose d'absolument fondamental en France. Dans une très large mesure, c'est sans équivalent planétaire, hein. C'est vraiment une marque singulière de l'histoire nationale et institutionnelle française. Ce qui est produit par cette institution, c'est véritablement une pensée d'État à travers un travail incessant d'élaboration juridique. Et c'est ça qui est important, parce que l'élaboration juridique a d'emblée quelque chose à voir avec l'État, avec le pouvoir de l'État, parce que le pouvoir de l'État n'est pas concevable sans, en quelque sorte, la matrice juridique, et plus particulièrement le droit public. Alors, je pense que je vais m'arrêter là parce que je serai intarissable là-dessus, mais je crois que c'est parce que ça, c'est véritablement fondamental et c'est ça qu'il faut véritablement décoïncider. Vous pouvez facilement l'imaginer. Il y a là vraiment alors un bloc absolument. Alors, les fissures, il faut vraiment aller les chercher. Mais je crois qu'elles existent malgré tout. En tous les cas, ce droit dont je vous parle là, ben, il est constitutif de ce qu'est l'État, dans la mesure où précisément ce droit-là fait parler l'État et donne à voir l'État. Donc c'est une parole qui est beaucoup plus que de la parole, puisqu'elle institue en quelque sorte ce que l'on appelle l'État. Voilà, en gros, pour ce qui est du droit dont j'ai la prétention de parler. Alors, le temps passe très vite. La démarche que je vais adopter, elle est extraordinairement naïve, pour ne pas dire simpliste, mais ça consiste tout simplement à essayer de transposer un concept, le concept de décoïncidence, dans un champ pour lequel il n'a pas été spécialement fait, le champ du droit, hein, de manière générale, voir un petit peu quand on utilise ce concept, ce que l'on voit d'autre du droit, ou ce que l'on voit autrement du droit. Hein. Donc, il s'agit de déplacer un concept dans ce champ spécifique qu'est le droit. Alors, c'est un exercice qui n'est pas tout à fait sans risque, évidemment, même si dans le champ des sciences sociales, c'est une pratique qui est relativement courante, hein, on appelle ça généralement le décentrement, le dépaysement, hein, donc on change de terrain, on utilise un concept appartenant à un autre champ, dans un autre champ précisément, donc en soi, ce n'est pas une démarche qui est très originale. Chacun sait qu'un exercice comme celui-là n'est pas sans risque. Et le petit travail, le petit exercice que je fais, je sais pertinemment bien qu'il n'est pas sans risque. Je sais très bien aussi qu'il peut être parfaitement stérile. Peut-être que ce n'est pas la bonne voie, c'est simplement un essai, hein, c'est une tentative. Mais je crois que ce genre de tentative, ça mérite d'être fait en tous les cas. Alors, une fois que cela a été dit, je vais vous proposer de réfléchir à partir d'une double interrogation. Je préfère garder le mot interrogation puisque c'est un essai que je ne suis pas sûr de moi. Donc, je m'interroge. Alors, pour décoïncider, la première chose qu'il faut faire, c'est savoir ce qui coïncide d'abord. Hein. Donc, ce que je voudrais essayer de démontrer dans un premier temps, c'est en quoi il y a coïncidence, précisément, lorsque l'on parle de droit, comme je l'ai fait. Donc, je commencerai par là, si vous voulez bien, par une interrogation sur la coïncidence en tant que propriété, je pense, inhérente au droit et à la juridicité. Je crois que la coïncidence, c'est vraiment une propriété du juridique. Et puis, dans un second volet, en quelque sorte, de mon diptyque, j'essaierai de voir comment on peut mettre en œuvre le concept de décoïncidence dans cette affaire-là. Alors, puisque le temps est compté, donc je vais réduire délibérément la première partie de mon propos. Donc, je vais aller beaucoup plus vite. J'ai un texte écrit qui est plus élaboré. Ceux qui le souhaitent peuvent en disposer, bien évidemment. Donc, en quoi y a-t-il coïncidence dans le champ du droit? Je crois que toute l'histoire de la pensée juridique, depuis l'origine, enfin, notre origine à nous, en Occident, ça remonte à l'époque romaine, pour ce qui est du droit et de la juridicité. Donc, depuis cette période romaine, mais en gros, c'est le 2e siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle même, plutôt avant Jésus-Christ, jusqu'à maintenant.
jusqu'à la période que nous traversons. Toute cette longue période est au fond portée par un même mythe. Pour ce qui est du droit, des juristes bien évidemment, c'est le mythe de l'unité du droit. Donc la grande unité du droit, d'ailleurs il y a sur ce thème un petit ouvrage qui est absolument remarquable, qui est non conformiste au possible, qui a été publié par les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Je m'étonne d'ailleurs que ce petit ouvrage ne soit pas davantage connu, parce qu'il est vraiment absolument passionnant. Il s'appelle L'unité du droit, et son auteur c'est un universitaire allemand, donc qui était à l'École des hautes études, qui s'appelle Rainer Maria Kieshoff. Et donc, son titre, c'est l'unité du droit. Il y a 11 chapitres dans lesquels, c'est un petit texte court dans lequel il est fait un gros usage de la littérature en particulier, et alors, il est, sur le plan de son écriture, absolument délicieux. Il est d'une perfidie absolument remarquable à l'égard du système français de droit, et il est d'une érudition fameuse, et vraiment, alors, il questionne, c'est vraiment véritablement un feu d'artifice d'interrogation pertinente. Donc, c'est vraiment un travail sur lequel on peut s'appuyer en toute certitude. Alors, je vais commencer, si vous voulez, par, utilisant cet ouvrage qui est encore une fois plein de pistes fréquentables, je vais faire tout simplement état d'un certain nombre de manifestations sur la récurrence du mythe de l'unité, voir comment ça traverse toute l'histoire en fait de la pensée juridique, de l'origine jusqu'à nos jours, en donnant simplement quelques points de repère, bien évidemment. Et puis, une fois que j'aurai fait ce petit travail, je me demanderai s'il faut même se poser une question qui est une question alors mettrait un terme à mon propre discours. Est-ce qu'on peut même décoïncider en droit dans cette matière prétend en quelque sorte à sa propre unité? Autrement dit, elle revendique sa coïncidence en quelque sorte, comme condition même de sa propre efficacité. Alors, tout d'abord, donc, quelques manifestations de comment ça se manifeste, ce mythe de l'unité, sous quelle forme. Je crois que on peut remonter aux origines et notamment à un premier document, une compilation, parce que alors la compilation, c'est la tentative précisément de rassembler tout le droit dans un même document. Donc on a face à soi un monument en quelque sorte qui rend visible l'intégralité du droit qui a été pensé et qui a été produit à une époque déterminée. Alors ça a commencé très tôt, on appelle ça les instituts. Ce sont les instituts de Gaius. Donc celle-là, elle date du règne d'Antonin, donc ça nous renvoie au IIe siècle avant Jésus-Christ, en fait. Et j'utilise cette métaphore parce que je crois qu'elle est dans le même champ sémantique au fond que la coïncidence. C'est ce que Pierre Legendre appelle le compactage du droit. Donc, vous voyez, cette métaphore, bon, Legendre était, parce que malheureusement, elle vient de disparaître, totalement géniale. Et au fond, les gens dont on peut dire qu'ils sont géniaux, ils sont quand même pas extrêmement nombreux. Mais alors, lui, c'est vraiment un grand génie. Alors, sur la matière qui nous intéresse, il est prodigieux, tout simplement. Et cette métaphore du compactage, je crois, est vraiment d'une richesse extraordinaire et elle montre bien le souci, là. Faire compacter le droit, le rendre visible à tous dans un outil unique pour lutter contre son éperpillement permanent. Ce souci du compactage n'a pas cessé, en fait. C'est celui-là qui est, au fond, c'est une sorte de hantise ou d'obsession, en quelque sorte. Alors, du législateur ou des législateurs dans l'histoire. Alors, on retrouve cette même idée, toujours à l'époque romaine, alors beaucoup plus célèbre que les instituts de Gaius, ce sont les instituts de Justinien, au VIe siècle. Elles sont plus connues, enfin, les instituts de Justinien sont plus connus parce que il y a là, si vous voulez, une espèce de plan, en quelque sorte, de remise en ordre du droit à partir de catégories qui, au fond, continuent largement d'inspirer le droit contemporain. Donc, un travail de compactage, là, a été fait, qui est absolument déterminant, parce qu'il soutient toujours et informe toujours le droit tel que nous le connaissons aujourd'hui, dans sa présentation classique, en quelque sorte. Et puis, alors, cette affaire-là, elle se poursuit et sous des formes qui sont parfois inattendues, et là, je le dois encore à Legendre, parce que bon, il n'a pas d'équivalent en France, ni ailleurs d'ailleurs, sur ces questions, sur la symbolique en fait du pouvoir.
comme vraiment miroir de la réalité même du politique. Et donc, il prête vraiment un grand intérêt à l'iconographie, aux images. Hein. Et, au fond, son travail, c'est aussi une tentative de faire une espèce de science de l'imagerie du pouvoir, en quelque sorte. Pas de pouvoir sans image. Hein. L'image est vraiment l'un des éléments constitutifs du pouvoir. Et donc là, il utilise d'ailleurs un travail qui a été fait par une de ses références majeures, c'est le travail qu'a fait Ernst Kantorowicz, celui qui a écrit les deux corps du roi, Mourir pour la patrie, donc qui était un érudit juriste allemand, qui travaille sur le matériel symbolique et justement sur les images, sur l'iconographie du pouvoir. Et alors, il y a toute une série d'images du pouvoir, on les trouve d'ailleurs dans le séminaire de Pierre Legendre, dont il donne à l'appui de ses cours d'images. J'aurais peut-être d'ailleurs pu et dû, peut-être d'ailleurs, représenter ces images derrière moi, éventuellement, pour voir comment cette symbolique apparaît, parce que souvent, la figure du pouvoir, hein, donc un personnage armé avec un casque, enfin dans une figure particulière, et puis avec une espèce d'étole sur laquelle quelque chose est inscrit. Et il est inscrit ceci en latin, il a tous les droits dans l'archive de sa poitrine. C'est une formule absolument fabuleuse, hein, donc, écrite en latin. Et donc, Kantorowicz utilise énormément cette image, Legendre a prévu. Et vous voyez, il a tous les droits dans l'archive de sa poitrine. Cette formule symbolique-là représente l'empereur ou le pape. Hein, mais Legendre montre bien d'ailleurs que le pape ou l'empereur, c'est la même chose, parce que finalement, l'empereur, c'est le pape laïcisé, purement et simplement. Hein. Donc, c'est la formule laïcisée de ce qu'était le pouvoir pontifical, le souverain pontife. Cette figure-là, elle se caractérise comme celle qui a tout le droit dans les archives de sa poitrine. Vous voyez, une autre manière organique, en quelque sorte, de rendre compte du compactage du droit. Alors, nous sommes loin de ces problématiques aujourd'hui, encore que les images sont autres, mais elles sont toujours là. Mais au fond, ce qui résume le mieux, je crois, aujourd'hui, à l'époque contemporaine, cette problématique du compactage et d'unité, eh ben, c'est un travail qu'on appelle la codification du droit. Donc, le code, en tant qu'ouvrage, le code, c'est le droit compacté. Donc, et ce travail de codification, il est permanent depuis la grande codification napoléonienne. Donc, on est sorti de l'Ancien Régime aussi, juridiquement, par un travail d'exhibition, en quelque sorte, hein, de monstration du droit. Hein. Donc, on le montre à travers, précisément, le code qui a pour vocation de, comment dirais-je, compacter la totalité du droit. On lutte contre sa dispersion territoriale, par exemple, à travers la mise en code. Aujourd'hui, ce travail se continue. Ce travail continue. Nous sommes toujours confrontés, précisément, à la mise en code du droit. Alors, comme le code s'est complexifié, comme le droit s'est complexifié de manière considérable, comme surtout l'épaisseur matérielle du droit a grossi de façon absolument exponentielle, il n'y a pas un code, parce que personne ne pourrait le manipuler, il y a une multitude de codes. Ce qui pose le problème de la codification des codes, le cas échéant, parce qu'effectivement, ce problème aujourd'hui se pose parce qu'il y a un code du commerce, un code pénal, il y a un code administratif, un code de la fonction publique, un code des collectivités territoriales. Il y a une multitude de codes, un code de l'environnement, mais tout cela, évidemment, participe du même souci, c'est précisément de faire apparaître derrière l'éparpillement du droit son unité fondamentale, que l'on rend visible à travers la production d'un code. Ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière ce travail de codification aujourd'hui, on va retrouver évidemment un certain nombre d'acteurs. Et devinez qui? On va retrouver le Conseil d'État. Hein, donc, très largement. Alors, le Conseil d'État et éventuellement des universitaires par spécialité, selon les codes qu'il s'agit d'élaborer précisément. Hein. Donc, on va mettre en gros c'est un peu la recette du pâté d'alouette. Hein, donc, on a le Conseil d'État avec une pincée d'universitaires pour faire joli. Donc, certains acceptent ce statut, en quelque sorte, très volontiers. En tous les cas, c'est l'État qui est à la manœuvre d'un bout à l'autre de ce travail de codification. Au fond, l'unité du droit,
c'est au fond l'unité métaphorique de l'État. Donc, à travers la production de l'unité juridique, c'est l'État qui joue en quelque sorte sa propre unité. Donc, il montre sa propre unité à travers l'unité de son propre droit. Au fond, c'est l'État qui coïncide avec son droit, qui coïncide avec l'État. Donc, on est bien dans une espèce d'une entreprise de coïncidence. Alors, vous voyez que derrière ces quelques repères historiques, très rapidement, on découvre, au fond, la longue histoire, la longue durée de notre histoire politique, celle de la construction de notre État en tant qu'elle repose précisément sur un travail permanent d'élaboration juridique. Du coup, la question peut effectivement ici se poser, est-ce que finalement tout ça ne nous mène pas à constater amèrement que nous sommes là devant une entreprise de coïncidence qui est assez réfractaire précisément à toutes des coïncidences. Alors, je crois qu'il faut commencer par évoquer, enfin, dissiper un malentendu. Ça n'est pas parce que le droit change sans arrêt qu'il décoïncide avec lui-même. Hein. Non seulement ça, mais il change précisément, bien souvent, pour rester lui-même. Donc, il provoque son propre changement pour persister en tant que droit. Et alors, cela, on peut le dire de manière un peu plus élaborée malgré tout, peut-être par deux formules. Hein. Première formule, par-delà les transformations permanentes du droit, la fonction juridique de l'État demeure, elle demeure ce qu'elle a toujours été. Et puis, par ailleurs, par-delà les transformations les plus visibles du droit, la structure de l'ordre juridique demeure. Je vais m'expliquer sur ces deux formules. La fonction juridique demeure et la structure de l'ordre juridique demeure. La fonction juridique demeure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque le travail de droit a commencé, donc disons au IIe siècle avant Jésus-Christ, à Rome, pour l'essentiel, quelque chose s'est mis en route qui depuis n'a jamais cessé. C'est un processus fascinant, absolument ininterrompu. Donc, la production juridique est un phénomène fascinant pour cela, parce que vraiment, c'est une espèce de fil historique qui n'a pas été interrompu. C'est d'ailleurs, là encore, je retrouve Pierre Legendre, il définit la société comme un texte. Quand il utilise la notion de texte avec un T majuscule, c'est pour parler de la société. Il part du principe que la société, précisément, cette société dont il parle, lui, c'est un ordre de texte particulier. Hein, donc, c'est une mise en ordre, en quelque sorte, par les textes. C'est une espèce de métalangage, en quelque sorte, le droit, qui contribue à faire tenir ensemble les rapports sociaux, hein, depuis l'origine. Le droit assurant, en quelque sorte, le balisage de ces rapports par ses institutions, par ses procédures, par ses règles, par ses fictions aussi, bien évidemment, par ses images, hein, par ses trompe-l'œil, enfin, par ses artifices, etc., ses fictions. Tout cela, c'est le texte constitutif de la société. Donc ça ne bouge pas, hein, indépendamment des variations multiples, parce que le droit, il est mouvement. D'un jour sur l'autre, il bouge. Par ailleurs, l'ordre juridique, la structure de l'ordre juridique persiste par-delà les transformations du droit. L'ordre juridique demeure à la façon, je dirais, d'une forme pleine. Et ce constat, c'est pas simplement le fait des théoriciens du droit. Je pense aussi à certains philosophes, je vais y revenir, mais c'est évidemment d'abord le fait des juristes. Certains théoriciens du droit, je m'en voudrais de ne pas citer au moins un auteur dans cette affaire-là, parce que c'est quand même celui à partir duquel quelque chose s'est mis en place qui est le point de départ d'une chose complètement nouvelle, c'est Kelsen. Donc, une pensée du droit qui est, on peut le dire, révolutionnaire, et qui justement construit, alors une pensée de la science du droit,
construit cette science du droit en utilisant une métaphore. On retrouve une image, la pyramide, hein, comme étant, alors, s'il y a un truc compact, c'est bien une pyramide, hein, c'est un bloc. Et l'ordre juridique, eh bien, c'est pas tout à fait par hasard si on l'a fait intervenir dans une pyramide. C'est comme une pyramide hiérarchisée. Le droit, c'est un ensemble hiérarchisé de normes, hein, qui vont des plus particulières en bas jusqu'au plus général en haut, jusqu'à un point terrible où ça s'arrête et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, la fameuse Grundnorm, la norme fondamentale, qui, elle, ne fait pas partie du droit, mais dont on suppose l'existence pour rendre possible le fonctionnement de la hiérarchie au sein de la pyramide. C'est absolument fascinant. Vous voyez qu'il y a de la poésie derrière tout ça, hein, parce qu'il y a quand même de la métaphore, il y a tout un récit qui est derrière tout ça. Au fond, après tout, c'est pas autre chose que il a tous les droits dans l'archive de sa poitrine. Hein. On est dans une espèce de lecture métaphorique, là aussi, de la réalité, malgré tout. Mais donc, je dis cela parce qu'au fond, on retrouve ici cette idée de l'unité, fondamentalement. Hein. Mais c'est ce que dit Bruno Latour dans un de ses livres. Il a écrit un seul livre sur le droit. Comme par hasard, c'est sur le Conseil d'État. Il a vu juste, en l'occurrence, d'ailleurs. Mais dans ce livre-là, il dit notamment « La science peut être lacunaire, le droit doit être plein ». Donc, le droit, il a priori horreur du vide. Donc, les fissures, ce n'est pas concevable, ça doit se boucher. Donc, il faut boucher les fissures du droit, sinon le droit ne remplit pas ses fonctions. Donc, pour fonctionner, le droit doit véritablement être plein en permanence. Il doit coïncider avec lui-même en permanence, sauf effectivement à ne plus pouvoir fonctionner. Il faut impérativement lutter contre toute possibilité de déchirure du tissu juridique. Alors, pour ça, le droit invente des mécanismes qui sont destinés précisément à prévenir ces déchirures ou à les réparer quand elles sont apparues. Généralement, d'ailleurs, ces mécanismes sont des mécanismes juridictionnels. C'est le juge qui va être en charge précisément de ce travail de traitement, en quelque sorte, de la pathologie juridique. Je vais refermer mon premier volet là, du diptyque, donc qui nous a fait voir un droit se présentant comme une matière, en quelque sorte, extrêmement soucieuse de sa propre coïncidence. Question, est-ce qu'on doit se tenir à ce constat? Alors, on peut répondre oui, hein, et puis on s'arrête là. Donc voilà, le problème est réglé par convention. Alors, je propose de répondre non, on ne peut pas s'en tenir là, non pas pour faire joli, mais parce que je pense que tout ce que je viens de dire, et dont je pense que ça n'est pas complètement faux, doit être mis en rapport avec une certaine perception du droit. Je dirais, au fond, une perception un peu littéraire du droit. Hein. C'est au fond un travail du droit que l'on observe de l'extérieur comme un objet un peu comme un objet littéraire dont on fait l'exégèse. Mais si on regarde le droit autrement, si au lieu de le regarder comme je viens de le faire, on interroge la fabrique du droit, le droit en train de se faire, et si on interroge le droit en train de fonctionner dans les rapports sociaux, tel qu'il est mis en œuvre, eh bien je crois que c'est une toute autre affaire. Et là, on voit que la pratique juridique, l'expérience juridique, et non plus simplement, je dirais, la théorie juridique, telle qu'elle se donne à voir elle-même, telle qu'elle aime se présenter elle-même, en quelque sorte, à travers le mythe de sa propre unité, à travers, je dirais, l'image valorisante de l'unité, parce qu'il y a une affaire d'esthétique derrière tout ça. Hein. L'unité est quelque chose qui est extrêmement valorisé. Je pense alors en France, l'unité du droit, l'unité du territoire de la République, l'image et la référence à l'unité de la République, c'est quelque chose qui est vraiment emblématique d'une certaine forme de pensée juridico-politique ou politico-juridique. Mais si on regarde au fond au ras des pâquerettes, le droit en train de se pratiquer en fait, à partir de ses usagers, à partir de ses usages, et je crois que c'est une toute autre affaire. Donc il y a un tout autre volet à ouvrir et qui permet de voir une autre dimension de la juridiction.
Alors, j'ouvre donc mon deuxième point. Je ne sais pas. Tu as regardé Non, tu n'as pas regardé. Mais tu es plus bavard que moi encore. Bon. Alors, donc, maintenant, une interrogation, une autre interrogation, donc, sur l'espace qui, je crois, est ouvert à la juridicité, à la décoïncidence, dans le champ juridique. Donc, c'est une autre scène hein, que je propose de découvrir. C'est le droit, au fond, en train de se faire et d'agir, je l'ai dit. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Ben, je crois que l'on voit là vraiment un phénomène tout à fait particulier de dispersion du droit. Un phénomène de dispersion du droit et, puisque j'ai évoqué tout à l'heure les deux dimensions possibles de ce mot droit, cette dispersion concerne les deux aspects. Ça concerne bien sûr le droit positif, c'est-à-dire que les règles qui sont produites par le législateur, la jurisprudence qui est fabriquée par les juges, donc le droit positif, mais ça concerne aussi précisément l'activité de réflexion sur ce droit, c'est-à-dire que ça concerne aussi la doctrine en tant que telle. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour dire que ce que je suis en train de dire, là, les mots que j'utilise, c'est évidemment des mots qui sont liés à ma situation de juriste français de droit public, parce qu'au fond, cette affaire de doctrine, son identité, comme sa fonction, son statut, je dirais, c'est quelque chose qui est assez proprement français. Ça ne veut pas dire qu'en Espagne, en Italie ou en Allemagne, il n'y ait pas des juristes qui commandent le droit, mais ça ne peut pas fonctionner de la même manière, surtout quand on fait du droit public, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de Conseil d'État ailleurs. Hein. Pas de la même manière. Ce n'est pas du tout la même institution, qui n'a pas le même statut, qui n'a pas la même histoire, qui n'a pas la même place, je dirais, dans l'appareil constitutif, dans les appareils constitutifs de l'État. Parce que du coup, je fais rentrer les facultés de droit dans l'appareil constitutif de l'État, dans une certaine mesure. Parce que beaucoup de ces gens qui sont là sont, d'une manière ou d'une autre, je dirais, non pas seulement à la périphérie du pouvoir, mais des interlocuteurs privilégiés du pouvoir. Hein. On les sollicite, moyennant rétribution, d'ailleurs. Donc, ça participe de l'élaboration du discours dont l'État a besoin pour se légitimer, et pour se légitimer à ses propres yeux, et pour se légitimer auprès, précisément, des usagers de l'action publique. Donc, je ferme cette parenthèse, mais là encore, le droit dont je parle, c'est bien un droit situé. Hein, c'est à partir de l'expérience française du droit que l'on peut tenir, je crois, ce type de discours. Au bout du compte, donc, dispersion du droit positif, réflexion sur le statut de la doctrine, au bout du compte, eh bien, je crois que l'on peut envisager de revenir sur l'illusion unitaire du droit. Donc, j'ai 3 points, si vous voulez, que je vais brièvement aborder hein, sous ces titres, dispersion du droit, statut de la doctrine et la construction d'une illusion unitaire, parce que je crois que l'une des fonctions historiques de la doctrine en France, précisément, c'est d'entretenir aussi ce mythe de l'unité. Ce petit travail que l'on peut faire aujourd'hui facilement avec Internet, mais le nombre d'ouvrages, de thèses, de rapports, de mélanges universitaires qui sont écrits sous l'intitulé L'unité du droit, c'est phénoménal. Donc, il y a bien quelque chose qui se joue autour de cette idée de l'unité du droit, dont on n'est même pas nécessairement toujours conscient d'ailleurs. Je dois dire, en toute honnêteté, qu'à titre personnel, il a fallu que je m'interroge un petit peu sur ce que je pouvais raconter sur le droit du point de vue de la décoïncidence pour prendre la mesure de la prégnance de ce mythe sur la pensée doctrinale. Donc, c'est quelque chose, je crois, qui est tout à fait important et pas nécessairement perçu par ceux-là même qui en ont l'usage sans trop le savoir, en vérité. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Alors, la dispersion du droit, pour commencer. Alors là, il y a de quoi faire aussi. Donc, je vais procéder évidemment par illustration, beaucoup plus que par plutôt qu'en problématisant, mais je vais donner quand même un certain nombre d'illustrations.
je commence d'ailleurs par observer que la pratique de la décoïncidence, enfin l'usage du concept de décoïncidence, donne accès, me semble-t-il, à la connaissance de la dispersion du droit et en même temps permet de montrer que ça n'est pas parce que le droit se disperse, parce qu'il connaît un phénomène d'éparpillement, qui ne remplit pas ses fonctions. Autrement dit, il y a pas mal de mythes qui circulent, hein, donc notamment celui après lequel il faudrait que le droit soit unitaire pour fonctionner pleinement et fortement en quelque sorte, pour qu'il soit conforme aux fonctions qu'on attend de lui. Ça se disperse et c'est la dispersion qui est une des conditions d'efficacité de la règle juridique. Je vais vous donner un petit exemple parce que c'est un débat d'actualité. Ça concerne des questions qui sont récurrentes en France. Ça concerne le statut de l'État. Ça concerne plus exactement d'ailleurs le statut des collectivités territoriales. Et ça concerne un dossier sur lequel la classe politique française, comme on dit, a beaucoup réfléchi depuis une dizaine d'années, mais de façon totalement contradictoire. C'est sur la notion de différenciation territoriale. Vous voyez, différenciation territoriale, ça se disperse. Ça veut dire que on commence en France, pays unitaire s'il en est, célébrant les vertus de l'unité comme nulle part ailleurs, cette unité étant idolâtrée à la manière d'une œuvre d'art, en quelque sorte, dans ce pays-là, on commence à reconnaître cette idée, alors à tort ou à raison, ça c'est encore un autre problème, que pour que le droit soit efficace dans les territoires, il faut qu'il soit adapté à la singularité de chacun des territoires, le cas échéant. Différenciation territoriale. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a 10 ans, tenir ce discours-là, c'était la certitude de vous faire mettre à l'index de la communauté, notamment des élus locaux qui sont les premiers à revendiquer aujourd'hui la différenciation territoriale. Pour ne rien vous cacher, c'est une expérience autobiographique, puisque quelqu'un dans cette salle présent pourra en témoigner, mais dans le cadre d'un organisme qui s'appelle l'Institut de la décentralisation, on avait cherché à mettre en place un groupe de travail sur la différenciation territoriale, il y a une dizaine d'années. On s'est fait véritablement, mais alors, assassiner par les gens qui étaient là, notamment les grands élus qui aujourd'hui brandissent l'étendard de la différenciation territoriale. Alors, c'est intéressant parce que ça montre de quelle manière nous fonctionnons, même de manière générale. Donc, il est toujours bon de rappeler aux gens leur passé pour voir comment ils ont évolué. Parce que généralement, on procède, n'est-ce pas, par effacement de son propre passé, si bien qu'on est toujours nouveau en quelque sorte. C'est quand même une façon assez extraordinaire de se présenter. Là, sur la différenciation territoriale, c'est un exemple tout à fait probant. Alors, vous voyez, je prends ce petit exemple-là parce que ce qu'on appelle d'ailleurs il faudrait le faire avec beaucoup de réserve et beaucoup de prudence, le jacobinisme français. Parce que le jacobinisme français, c'est au fond tout simplement l'idéologie de l'égalité dans l'unité, en quelque sorte. C'est un petit peu la mise en rapport de ces deux termes qui est la caractéristique de ce qu'on appelle le jacobinisme et rien d'autre, à vrai dire. Sachant que ce ne sont pas nécessairement les jacobins qui sont porteurs de cette idéologie-là, mais ça, c'est encore un autre problème. En tous les cas, voilà un exemple qui montre comment la dispersion est à l'œuvre, à partir vraiment d'un exemple, mais d'un exemple qui est quand même assez symptomatique, parce que notre histoire est un petit peu en train de basculer, là. On est en train de remettre en cause, finalement, un mode de pensée juridique du territoire qui date de la Révolution française. Donc, la loi qui s'intitule différenciation avec déconcentration et décentralisation, c'est une rupture symbolique. Je ne dis pas que ça change grand-chose à la vie des gens dans les territoires. Je dis simplement qu'on a fait bouger le curseur dans la symbolique juridique, en acceptant la possibilité de la différenciation. En tous les cas, je répète ce que j'étais simplement en train de dire, la dispersion juridique ne se montre pas comme quelque chose de contraire, en quelque sorte, à l'efficacité du droit. Il est bon de le faire apparaître en avant-propos. Alors, comment saisir cette dispersion?
Où la voit-on? Quelle illustration en donner? Je vais en donner 3 types d'exemples. Évidemment, il y en a plein d'autres. Je les veux aussi significatifs que possible, bien évidemment. La première chose que je voudrais faire apparaître, c'est proprement français, ça. Mais justement, parlons-en, hein. C'est le partage qui existe chez nous, et il existe aussi ailleurs, mais pas du tout de la même manière. Parfois même, il existe peu, ou presque pas du tout. C'est la distinction que nous faisons entre le droit public et le droit privé. Hein. 2 droits. Nous avons 2 droits en France. Un droit public et un droit privé. Donc, pour le dire vite, un droit qui règle les rapports entre les particuliers, à base de contrats, fondamentalement, et puis un droit qui règle les rapports entre l'État et la société civile, essentiellement à base d'actes unilatéraux, d'actes d'autorité. Donc, pouvoir horizontal du contrat, pouvoir vertical de la loi. Tout ça, c'est de la théorie, hein, bien évidemment, mais il y a quand même 2 droits. Même si l'existence de ces 2 droits, aujourd'hui, est évidemment très problématique. Elle est très problématique parce que nous sommes entrés dans un système de droit communautaire, de droit européen, d'une part, et de droit global, d'autre part, qui est dominé par du droit anglo-saxon, lequel droit anglo-saxon ne reconnaît pas, ou peu ou mal, la distinction du droit public et du droit privé. En tous les cas, certainement pas comme nous le faisons, nous, depuis l'origine des temps. Cette distinction est donc de plus en plus relative et de plus en plus vulnérable. Reste que c'est toujours présent dans notre système de fonctionnement institutionnel. Il y a bien 2 droits. La preuve, c'est qu'il y a 2 ordres juridictionnels. L'un dominé par la Cour de cassation, qui a la haute main, je dirais, sur le droit privé, donc qui traite en quelque sorte les fêlures du droit privé, et le Conseil d'État, qui a la haute main sur le droit public, qui traite précisément les plaies du droit public, hein, à travers sa juridiction. Ces 2 juridictions sont autonomes. L'une ne l'emporte pas sur l'autre. Il y a véritablement ici une séparation des fonctions. C'est tellement vrai qu'on a même prévu un tribunal spécial qu'on appelle le tribunal des conflits pour le cas où, dans un certain nombre de situations, on serait incapable de savoir si tel type d'affaire relève du juge judiciaire ou du juge administratif. Donc, dans les situations les plus litigieuses, il en existe, parce que quand quelque chose se divise en 2, bah, le problème de la frontière se pose en permanence, bien évidemment. Et vous imaginez bien qu'entre le Conseil d'État et la Cour de cassation, bah, il y a tout simplement des rivalités de territoire. C'est pas à toi, c'est à moi. Il y a une espèce de marché de la compétence juridictionnelle, en quelque sorte. Dans les situations limites où on ne sait pas à qui attribuer le conflit, il y a un juge spécial qui se réunit, qui est paritaire, qui est composé à parité de juges du Conseil d'État et du juge de cassation, et qui départage les rôles, qui dit, ben voilà, ce conflit, il revient au Conseil d'État, ou il revient à l'ordre judiciaire ou à l'ordre administratif. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je dirais, 2 carrières universitaires, celle des juristes de droit public et celle des juristes de droit public. Il y a un concours d'agrégation pour être professeur de droit public, et il y a un concours d'agrégation pour être professeur de droit privé. Je ne crois pas que je ferai un scoop en disant qu'entre un professeur de droit privé et un professeur de droit public, il n'y a pas beaucoup de rapports, hein. Sinon même beaucoup de divergences. Je crois pouvoir dire qu'on ne pense pas le monde dans les mêmes termes. Je crois qu'on n'a pas la même vision des choses. Hein, voilà, on n'a pas la même culture. Nos catégories mentales ne sont pas les mêmes. J'irais jusqu'à dire qu'on ne voit pas le même monde. Voilà. Donc, ce qui montre bien d'ailleurs que quand on est juriste, on porte des lunettes, que ces lunettes donnent à voir un certain monde et que selon qu'on a la lunette droit privé et droit public, on ne voit pas la même chose. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est évidemment collègues dans les mêmes facultés, mais ce n'est pas parce qu'on est collègues qu'on a des relations étroites. Parce qu'au fond, tout nous pousse à la divergence. Alors, je crois qu'au fond,
on ne s'exprime pas de la même manière, on ne s'habille pas de la même manière, on ne fréquente pas les mêmes gens, on n'a pas les mêmes soucis. Voilà. Bon, bref, on est vraiment on n'est pas des clones, quoi, hein. Il s'en faut de beaucoup. Et vous voyez que la fissure, ça commence à pointer quelque part. Il y a bien des choses qui se jouent, il y a bien des trucs qui pourraient servir de levier pour faire bouger le système, c'est incontestable. Bref, il y a deux communautés de juristes. Enfin, quand on dit la doctrine, c'est une manière de parler. En fait, il y en a deux. Et elles sont très étroitement spécialisées et on n'a pas les mêmes agendas intellectuels. On n'est pas préoccupé des mêmes choses, hein. Bon, c'est évident. Bien. Deuxième exemple. Ça c'est déjà, je crois, assez symptomatique. Deuxième exemple, une chose est de parler du droit que l'on enseigne, et nous l'enseignons, tant bien que mal, et une autre chose est de s'interroger sur le droit qui est appliqué. Alors, et c'est là que se pose la question de la pluridisciplinarité, précisément, parce que autant les juristes sont bons pour réfléchir sur le droit qui est enseigné, autant ils sont nuls pour analyser le droit qui est appliqué. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne veulent pas le savoir. Ce n'est pas leur truc. Alors, ils renvoient ça à une communauté qu'ils détestent, qu'on appelle les sociologues. Une bande de bancs à rien. Je ne veux pas parler aux sociologues. Ce ne sont pas des gens fréquentables, hein. On a des courriers comme ça de juristes auxquels des sociologues se sont adressés pour faire des enquêtes. Cher monsieur, vous êtes sociologue, ça me suffit, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Excusez-moi, j'ai ma clientèle, elle me rapporte davantage. Alors, ça, c'est quand même intéressant parce que le droit appliqué, il est quand même très loin du droit que nous enseignons. Mais vraiment très loin, à tel point que ça peut rendre les choses vraiment quand même extrêmement problématiques. Alors moi, je sais qu'il y a des disciplines que j'ai cessé d'enseigner, je dirais par éthique, par déontologie en quelque sorte, parce que je savais très bien que ce que j'enseignais relevait tout simplement de ce qu'on appelle communément des conneries. Je savais pertinemment bien que ce que je disais était faux, parce que ce que je disais ne s'appliquait pas, tout simplement. Alors, celui qui enseigne le droit des marchés publics, qu'est-ce qu'il sait de la manière dont les marchés publics sont véritablement négociés? Celui qui enseigne le droit de l'urbanisme, qu'est-ce qu'il sait de la manière dont ce droit est tourné par ceux qui l'appliquent? Il y a un bel article de Bourdieu qui s'appelle « Droit et passe-droit », où il est montré précisément, à partir d'un travail d'enquête, comment la règle se négocie précisément entre les acteurs administratifs et, je dirais, les gros porteurs immobiliers. Donc, il y a la règle qu'on enseigne à ses étudiants, et puis il y a la règle que l'on applique sur le terrain, c'est-à-dire une règle qui est précisément le contraire de celle qu'on enseigne. Alors, il y a aujourd'hui une discipline qui est terrible à enseigner, c'est le droit de l'environnement. Alors ça, c'est abominable. Enseigner le droit de l'environnement, c'est renversant. Car, surtout si vous êtes breton et que vous enseignez le droit de l'environnement, alors là, vous êtes confronté à quelque chose d'absolument effroyable. C'est comment on fait pour traiter la question de l'autorisation d'épandage de pesticides, de choses comme ça. Parce que alors là, je peux vous dire une chose, c'est que on voit des applications qui sont tout simplement consternantes. C'est-à-dire que jamais on n'oserait enseigner des choses pareilles. Les préfets donnent des autorisations en toute illégalité, en sachant pertinemment bien d'ailleurs que c'est illégal. Le contentieux des fameuses bassines, là, qui est question alors, est de ce point de vue absolument exemplaire. Il y a toute une série de décisions des juridictions administratives de première instance et d'appel, de cours administratifs d'appel, qui ont déclaré l'illégalité de tout un ensemble d'autorisations préfectorales qui continuent de s'appliquer sur le terrain. Donc, alors, quand vous êtes enseignant, vous faites quoi? Vous dites ça ou vous ne le dites pas? Vous vous rendez complice de qui ou de quoi? Donc, vous voyez le genre de problème que ça peut poser. Donc, il y a comme ça des disciplines dont l'intérêt, en définitive, est qu'elles ne sont pas appliquées. Alors, c'est très intéressant de savoir
qu'elle continue de s'enseigner et qu'elle continue de s'appliquer dans une autre direction, à d'autres fins. Mais c'est une interrogation que les juristes ont du mal à mener parce qu'il y a une chose dont ils ont horreur, c'est la question des intérêts. Il n'y a pas d'intérêt. Les intérêts, ça n'existe pas, c'est sale. Alors, comme ces dérogations, comme toutes ces choses sont appuyées sur des intérêts, mais des intérêts colossaux, hein, bien évidemment. Je parlais de la Bretagne, la Bretagne, c'est, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'agroalimentaire. Et vous savez, le préfet, il est beaucoup plus proche de l'agroalimentaire que du petit paysan qui est à la Confédération paysanne. Donc, quand il y a des gros dossiers à négocier, c'est difficile de faire pencher le fléau de la balance de l'autre côté. Donc ça, c'est une question d'intérêt. Comment est-ce qu'on étudie ça? Pas avec le droit. On étudie ça avec des enquêtes de terrain. On va voir comment les acteurs se prononcent, dans quel jeu d'acteurs ils sont pris, quels intérêts ils représentent, comment tout ça fonctionne, comment la règle chemine entre les acteurs, comment les systèmes d'acteurs font, défont, déforment la règle, etc. Alors ça, le sociologue, il prend le relais en quelque sorte du juriste de chair. Hein. Donc il faut un juriste de terrain, voilà. Et le juriste du terrain, il n'existe pas. On l'appelle un sociologue. Et là aussi, on a vraiment alors une césure institutionnelle. Hein. Ce sont des mondes qui se pénètrent mal, qui se pénètrent peu. Alors, je vous rassure quand même, il y a quand même des choses qui se font. Tout ça peut être documenté très savamment. Alors, cela dit, j'ai dit documenter savamment, je vais quand même donner une référence parce que je trouve que là, Foucault avait vraiment découvert quelque chose de fondamental. Et je regrette un petit peu d'ailleurs que cette chose-là ne soit pas davantage. Ça pourrait quand même être su et être dit par les enseignants de droit. Dans Surveiller et punir, qui est un livre tout à fait important, Foucault utilise un concept, il crée un concept, le concept qu'il appelle d'illégalisme du pouvoir. Et c'est un concept absolument fabuleux. Et alors, vous allez voir que je vais vous donner la définition qu'il en donne. Hein. Il a donné sa définition, d'ailleurs, c'était à l'occasion, ça se trouve dans 10 et écrits de Foucault, hein, c'était à l'occasion d'une interview, d'un entretien qu'il avait donné au Monde des Livres, il y a déjà très longtemps, mais il en donne une définition qui est assez extraordinaire, et appliquez-la à toute une série de choses qui se passent aujourd'hui, autour de ce qu'on appelle les ZAD, précisément, hein, toutes ces choses-là. C'est intéressant, ces trucs-là. Hein. C'est pas par hasard d'ailleurs si des gens comme Descola et les anthropologues et les ethnologues s'y intéressent prodigieusement, parce que quelque chose de notre réalité est en train de se dévoiler là, qui est tout à fait passionnante et qui questionne la question du droit, justement. L'affaire des bassines, tout ça, le contentieux environnemental aujourd'hui est incroyablement enrichissant pour les juristes. Regardez ce que dit Foucault. Appliquez-le. Alors évidemment, ça a été dit un peu tôt, quoi. Ça a été dit en 75, c'était un petit peu prématuré en quelque sorte. On ne voyait pas nécessairement à quoi il faisait référence. Et puis surtout, ça hérissait les juristes, ne pouvaient pas croire un truc pareil. Dire aux juristes que la loi n'est pas faite pour être appliquée, c'est renversant. Et pourtant. Alors, l'illégalisme n'est pas un accident, une imperfection plus ou moins inévitable. C'est un élément absolument positif du fonctionnement social dont le rôle est prévu dans la stratégie générale de la société. Tout dispositif législatif aménager des espaces protégés et profitables où la loi peut être violée, d'autres où elle peut être ignorée, d'autres enfin où les infractions sont sanctionnées. À la limite, je dirais volontiers que la loi n'est pas faite pour empêcher tel ou tel type de comportement, mais pour différencier les manières de tourner la loi elle-même. Eh bien, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et je dirais que ce qui rend vrai aujourd'hui cette définition, c'est précisément la manière dont ce qu'on appelle le néolibéralisme est en train de transformer la juridicité de manière absolue. C'est, je dirais, une véritable cassure anthropologique. Je m'explique. Peut-être, mais il faut écouter un petit peu, vous voyez, à la manière un peu des analystes, l'écoute flottante, hein, le signifiant qui passe, tout d'un coup,
on s'arrête là, ça met en branle quelque chose, ça met en contact quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Aujourd'hui, il y a tout un discours. Prêtez attention au discours des grands leaders politiques, quels qu'ils soient, ce n'est pas le problème. Il y a ce souci, la volonté de l'assouplissement. Ça fait partie de la thématique, en quelque sorte, je crois, aujourd'hui, vis-à-vis du droit de l'urbanisme et du droit de l'environnement, qui sont des droits qu'il faut assouplir parce qu'ils sont porteurs de rigidité bureaucratique. Ouh là là, quand on entend ça, il faut faire très attention. Généralement, ça signifie un mode de fonctionnement qui est le suivant. Je pose un principe, premièrement. Je précise les exceptions à ce principe, deuxièmement. C'est ce que dit Foucault. Donc, je fais en sorte de sacrifier, je dirais, une certaine idéologie bien pensante du moment qui consiste à dire le droit européen pose des règles en matière d'environnement qu'il faut respecter. Ce ne serait vraiment pas beau de ne pas les respecter, mais dans les circonstances présentes, compte tenu d'un certain nombre de contraintes, il est permis à un tel ou à telle ou telle institution ou à tel ou tel groupe de déroger. Alors, vous voyez en particulier de quelle manière le ministre de l'Agriculture aujourd'hui traite les interdictions d'épandage de certains pesticides. Donc, revient sur des interdictions qui ont été données. Donc, on a cette logique qui est extraordinaire. Et moi, si j'étais encore en activité à l'université, la thèse que je donnerais à faire et que je dirigerais avec volupté, c'est une thèse sur les dérogations, parce que c'est là que ça se passe. Donc, en définitive, le droit n'existe qu'au travers des dérogations qu'il ménage. C'est l'illégalisme du pouvoir tel que Foucault l'a défini. Et je crois que vraiment, cette définition, moi, elle est vraiment extraordinairement parlante. Je crois que vraiment, là, il a dit quelque chose d'absolument essentiel. Alors, une dernière chose, mais je vais abréger parce que mon collègue Régis, qui est beaucoup plus bavard que moi, va m'en vouloir beaucoup. Je vais donner un troisième exemple, parce que c'est un produit que je n'ai pas beaucoup vanté encore. Je l'ai évoqué, mais peu. C'est au fond la jurisprudence. Troisième exemple, la jurisprudence comme au fond ce que j'ai dit, la jurisprudence, l'ensemble des décisions des juridictions, si vous voulez, pour faire court. Donc, ce par quoi se traitent finalement les fêlures, les fissures, les pannes du droit, les vides, le cas échéant, puisque c'est le juge qui va être appelé, en quelque sorte, pour faire le travail de réparation. Alors, c'est intéressant parce que, déjà, en tant que tel, la jurisprudence est un aveu de la nécessité pour le droit, en quelque sorte, de colmater ses propres brèches qui apparaissent immanquablement au contact de la vie sociale. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette jurisprudence, elle ne fonctionne pas toujours comme on s'attend qu'elle fonctionne. Et justement, le contentieux climatique, aujourd'hui, est en train d'apparaître comme quelque chose qui pourrait être fort fâcheux pour les pouvoirs publics, parce que ne voilà-t-il pas que les juridictions administratives se mettent à condamner l'État pour non-respect, notamment du droit communautaire, en matière précisément de pollution de l'air. Donc on a des amendes qui sont considérables, et je peux vous dire qu'il y a des milliers de contentieux qui sont en attente d'être traités. Donc il y a là vraiment quelque chose qui est en train de sortir, et il se trouve que les juridictions administratives ont en quelque sorte rompu avec leur propre code de fonctionnement et n'ont pas hésité à condamner l'État pour non-respect de ses obligations en matière précisément de respect de l'environnement. Or, ce contentieux, il est en train d'exploser aujourd'hui, et pas seulement en France. Et c'est ça qui est important, parce que les juges se regardent les uns les autres. Et si ça condamne quelque part, il n'y a pas de raison que ça ne condamne pas ailleurs. Donc, il y a un phénomène de mimétisme là qui fonctionne et qui fait bouger la jurisprudence. C'est ce qu'on pourrait appeler des jurisprudences rebelles, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose apparaître là qui est effectivement une sorte de rébellion, en quelque sorte, du juge, donc qui produit des jurisprudences inappropriées du point de vue des intérêts de l'État. J'ajouterai une dernière chose à propos des jurisprudences, c'est que, par ailleurs, certaines de ces jurisprudences dévoilent un peu le pot aux roses, c'est-à-dire que là, on est dans un processus purement et simplement de déconstruction. Généralement, il n'est pas bavard, notre juge. Ce n'est pas comme le juge européen qui fait des arrêts avec des dizaines de pages, quelquefois plus, où vraiment il y a des motivations surabondantes. Le Conseil d'État français, il a une politique bien particulière, c'est l'imperatoria brevitas. Donc, il a
il a des arrêts qui sont vraiment condensés, compactés. Ça fait quelques paragraphes hyper codés sur le plan formel. Mais dans certains arrêts, quelque chose se passe, le juge dit ce qu'il fait. Parce que généralement, il laisse à la doctrine le soin de dire ce qu'il a fait. Pour dire après, ben non, vous dites des conneries, c'est pas ce qu'on a voulu dire du tout. Ça se règle les comptes dans les revues académiques de cette manière-là. Il y a une espèce d'interprétation officielle de la jurisprudence du Conseil d'État par lui-même. Parce que dans toutes les revues académiques, le Conseil d'État a sa propre rubrique pour expliquer sa jurisprudence. C'est intéressant également. Donc, il fait le droit, il le commande de la revue académique. On est quand même mieux servi que par soi-même. Mais, alors, je pense à une jurisprudence qui est extraordinaire parce que elle intervient sur une notion qui est alors magique. C'est vraiment, alors, puisque c'est une notion magique, il n'y a rien à en dire. C'est la notion d'intérêt général. Ben, l'intérêt général, c'est vraiment la légitimation par excellence du pouvoir administratif, de l'action publique. Cette décision est inattaquable puisqu'elle est au service de l'intérêt général, puisque c'est l'intérêt général qui a permis son édiction. Et puis un jour, tout ça serait expliqué sociologiquement, le Conseil d'État s'est prononcé. Attendez, l'intérêt général, ça ne se proclame pas, ça se démontre. Et ça se démontre à partir d'une analyse de la réalité où l'on voit le bricolage, en quelque sorte, apparaître. L'intérêt général, c'est quoi? C'est un équilibre plus ou moins instable, mouvant, entre toute une série d'intérêts, publics et privés, qui font que, à tel moment, ça fait l'intérêt général. Mais, à tel autre moment, c'est plus l'intérêt général. Pourquoi? Parce que la somme des inconvénients provoqués par un projet dit d'utilité publique va finalement l'emporter manifestement sur les intérêts que ce même projet est susceptible de servir. Du coup, la balance entre les intérêts, entre les avantages et les inconvénients penche du mauvais côté. Par conséquent, je ne peux pas proclamer l'intérêt général. Or, généralement, l'administration muselle toute forme d'opposition en disant, écoutez, c'est d'intérêt général, il n'y a pas à discuter, c'est ça. Alors, c'est plus compliqué parce que maintenant, je peux discuter de la notion d'intérêt général devant le juge administratif. Voilà, quelque chose qui est tout à fait intéressant. Alors, je vais terminer, en fait. Je fais retour sur l'illusion unitaire, puisque c'est ce que je voulais dire. Et je crois qu'au bout du compte, vous voyez, on pourrait continuer, je n'ai donné que quelques exemples, mais on s'aperçoit que au lieu d'une unité, en fait, le droit nous montre une réalité sédimentaire qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus diverse, et du coup, se prêtant à la décoïncidence. Je crois qu'il y a 3 couches, en fait. Alors, c'est très subtil la manière dont ça fonctionne. C'est vraiment de la sédimentation au sens propre. C'est pas une invention de ma part, je reprends ça à Pierre Legendre. L'histoire sédimentaire plutôt que l'histoire linéaire. Les sédiments, ce sont des couches, sachant que la couche du fond continue, le cas échéant, d'informer la couche du sommet par des canaux divers, des fissures éventuelles d'ailleurs, le cas échéant. Or, je crois que c'est ça dont il s'agit. Donc, on a une couche très ancienne, elle nous renvoie quasiment au monde romain, en passant par le droit canonique, l'Église qui a fait travailler les concepts du droit romain, et les légistes qui ont fait travailler à leur tour les concepts du droit romain, qui ont fait travailler, que les canonistes ont refait travailler entre le XIe et le XIVe siècle. Ce truc-là est toujours là. Il est toujours là, c'est-à-dire qu'il informe les cultures juridiques, il produit des effets, ça, justement par des fissures, ça remonte selon les périodes. Donc, cette couche sédimentaire, j'appelle ça la juridicité, c'est ce qui vient du fond, en quelque sorte, des âges, et qui informe véritablement, alors, la deuxième couche, celle du droit positif, celle du droit positif, la production des règles, la production des jurisprudences, qui continue précisément de travailler sur ce fond sédimentaire qui nous vient des temps immémoriaux, ce qui permet de dire, par exemple, que le droit administratif français est totalement tributaire du droit canonique. C'est un droit canonique, c'est un droit qui a repris les schémas du droit canonique, lequel droit canonique avait lui-même repris les schémas du droit romain. Tout ça a circulé et tout ça est en place aujourd'hui.
Et puis, donc, au fond, l'écriture du droit, tout cela montre que cette couche sédimentaire continue de fonctionner. Et puis, il y a la troisième couche, la dernière strate, c'est une autre expérience du droit, en quelque sorte, hein, c'est celle de la pensée juridique, qui donne du sens et à la juridicité et au droit positif, qui lui donne du sens et qui la met en forme, par exemple, par des ouvrages qui prennent la forme de manuels, etc. Donc, tout ce travail académique-là vise précisément à mettre en forme et à redonner du sens et au droit positif et à la juridicité qui l'informe. Voilà, je fais simplement un mot de conclusion, mais c'est pour retrouver le mot de décoïncidence, puisque je l'ai presque perdu en cours de route, mais je m'interroge simplement sur les conditions de possibilité permettant la pratique de la décoïncidence. Ce qui m'intéresse dans ce concept, justement, c'est que il nous permet d'abord de voir, de regarder le droit comme une réalité qui est loin d'être rassemblée, comme une réalité qui coïnciderait avec elle-même. C'est pas vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a quelque chose qui est encore plus riche du point de vue, à mon avis, de la pensée juridique. C'est surtout un concept qui nous permet alors de porter la contradiction avec une certaine doctrine, précisément, qui s'ingénie à rabattre la pensée juridique sur l'une de ses dimensions. Alors, c'est une dimension, évidemment, fondamentale. C'est là-dessus que les juristes font leur arme, c'est la dimension de la technologie. Donc, le droit, et c'est celui-là qu'on enseigne, le droit, c'est de la technologie. Donc, c'est vraiment un langage tout à fait singulier qui est très riche, évidemment, très singulier. C'est un matériel tout à fait particulier. Et je crois que l'université française donc, montre la présence archi-dominante d'une doctrine classique qui continue imperturbablement à indexer la pensée juridique sur la dimension exclusivement technique de la juridicité. Or, je crois qu'il y a une idée qui est extrêmement simple, je crois que c'est presque une boutade, mais ce n'en est pas une, il faudrait pas mal de temps pour la commenter. Le droit, ça n'est jamais simplement du droit, c'est beaucoup plus que du droit, parce que ça fait voir derrière le droit des quantités de choses, des images, des fictions, je l'ai dit tout à l'heure, des trompe-l'œil. Il y a toute une représentation du monde qui est aussi dans le droit, et je crois que au fond, il est dans le métier même du juriste de doctrine, eh bien, de rendre compte de cette réalité imaginaire-là du droit.